Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la reprise des petites chroniques. Comme je vous le disais, nous allons continuer à parler de la dynastie des Tudors que j'étudie maintenant depuis 30 ans. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et je suis ravie, comme promis, de réaliser des petites chroniques sur les Valois et les Albret-Bourbon, sur lesquels je travaille aussi depuis plus de 25 ans. Ça fait partie de mon activité quotidienne de guide conférencière. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets absolument passionnants et je vais les partager avec vous. Alors nous allons d'abord voir un petit peu quels sont les personnages que nous allons traiter au cours des mois à venir. Quels sont les personnages de qui nous allons parler? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà énormément de choses sur cette histoire de France, mais on va faire le lien sans cesse avec cette histoire de la cour d'Angleterre dont je vous parle déjà depuis un moment. Alors, au niveau de la généalogie, on va commencer avec François Ier qui a été roi de France en 1515. Nous parlerons ensuite de son épouse Claude de France, qui était la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Alors Anne de Bretagne avait d'abord été l'épouse de Charles VIII et elle a ensuite épousé le roi de France Louis XII. Malheureusement, elle a eu plusieurs grossesses, mais elle n'a jamais pu avoir d'héritier mâle, elle n'a jamais pu avoir de garçon, pour le plus grand bonheur de Louise de Savoie, qui a voué sa vie à faire en sorte que son fils François Ier monte sur le trône de France. Donc nous allons parler un petit peu de cette relation-là. Nous n'oublierons pas de parler de Marguerite d'Angoulême, qui est devenue la reine de Navarre, la grand-mère d'Henri IV. Ça, je vous le redétaille après. Donc après François Ier, nous allons parler de ses fils. Il avait d'abord un aîné, François, qui est décédé. Et c'est le cadet qui est monté sur le trône de France sous le nom d'Henri II. Henri II a épousé Catherine de Médicis, qui a été un personnage quand même extraordinaire dans notre histoire de France. On en parlera énormément. Et Henri II qui avait pour maîtresse Diane de Poitiers. Alors souvenez-vous, l'année dernière, au moment où le film Diane de Poitiers est sorti avec Isabelle Adjani, j'ai réalisé pour vous un très grand nombre de chroniques qui parlent de la vraie Diane de Poitiers, parce qu'effectivement, il y avait des choses de tout à fait vraies dans cette série. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas exactes au niveau historique. Donc là, je vous invite dans mon fil à aller regarder les articles que j'ai faits ou sur mon site internet chroniquehistoire.com. J'en ai parlé vraiment pendant un moment. C'est un sujet passionnant aussi. Cette Diane de Poitiers était un personnage extraordinaire. Donc nous en parlerons. Alors Henri II et Catherine de Médicis n'ont pas eu d'enfant tout de suite. Il a fallu attendre 10 ans avant que Catherine tombe enceinte. Elle était vraiment très inquiète. Diane de Poitiers, d'ailleurs, la maîtresse du roi, l'invitait à inviter Henri à visiter son épouse, à faire en sorte que Catherine puisse tomber enceinte. Puis à partir du moment où Catherine est tombée enceinte, elle a eu 10 grossesses pratiquement d'affilée. Alors nous parlerons de son premier fils, François II. François II, c'est celui qui a épousé la petite écossaise Marie Stuart. Marie Stuart, c'est pareil, je vous en parle depuis des années. C'est vraiment un personnage absolument passionnant. Elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Alors elle est d'abord reine d'Écosse. Son père meurt seulement quelques jours après sa naissance. Elle est une déception terrible pour ce père qui espérait un fils. Sa mère était Marie de Guise. Marie de Guise, je vous en ai parlé aussi dans des chroniques, en lien justement avec Jacques V d'Écosse, le père de Marie Stuart. Donc là, c'est pareil, si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à regarder les articles et les vidéos qui ont déjà été réalisés. Donc Marie Stuart arrive en France à l'âge de 6 ans. Et elle va y rester jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'épouser François II, le dauphin, donc le premier fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Malheureusement, Henri II a un accident en 1559 au tournoi des Tournelles à Paris.
Il reçoit une lance dans l'œil et il va mourir quelques jours plus tard. Je développerai cet épisode avec grand plaisir. Donc c'est François II qui monte sur le trône, mais il n'a alors que 15 ans et il est malade depuis son enfance, il est très souffrant. Il a ce que l'on sait aujourd'hui être une mastoïdite aiguë, vraiment une infection de l'oreille qui atteint le cerveau et qui le faisait souffrir terriblement depuis son enfance. Eh bien, quand il décède, Marie Stuart est gardée quelques semaines à la cour de France. On attend de voir si elle est enceinte et si elle porte l'héritier du royaume. Ce n'est pas le cas du tout. Donc là, on va la renvoyer en Écosse. Celui qui monte sur le trône, eh bien, c'est Charles IX. Donc Charles IX est encore un enfant. Et c'est sa mère, Catherine de Médicis, qui va devenir régente du royaume, qui va s'entourer d'hommes extrêmement puissants, dont les Guises, qui font partie de la famille de Marie Stuart, et puis énormément de personnages dont nous parlerons aussi au fur et à mesure. On se souvient beaucoup de Charles IX pour avoir été non pas le commanditaire, mais l'ordonnateur du terrible massacre de la Saint-Barthélemy. Je vous parlerai de cela dans un épisode vraiment complet. Évidemment, il était adulte, mais il a quand même subi la pression de sa mère et du conseil de sa mère pour ce terrible massacre de la Saint-Barthélemy, qui a été perpétré quelques jours seulement après le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis. Donc ça, je développerai, ces personnages, nous en parlerons. Alors Charles IX va mourir en 1574 et là, eh bien, monte sur le trône le roi Henri III. Henri III, alors normalement, il n'aurait pas dû avoir de couronne. D'ailleurs, il était le préféré de sa mère, Catherine de Médicis. Elle lui avait trouvé une couronne. Il était roi de Pologne. Et quand il a appris la mort de son frère, il est arrivé à bride abattue en France. Et il est monté sur le trône. Donc Henri III, on en parlera aussi, c'est l'un des rois les plus mal aimés, les plus mal compris de notre histoire. Il ne rentrait pas dans le costume du roi, de l'image que l'on attendait d'un roi à cette époque-là, dans une France qui était vraiment déchirée à feu et à sang. Les guerres de religion commencent sur notre territoire en 1562. On développera tout ça aussi. Alors, il reste un fils, François d'Alençon, mais François d'Alençon, lui, va mourir en 1584. Aucun, justement, de ces Valois n'avait d'héritier mâle légitime. Et dès 1584, quand François d'Alençon décède, se pose la question de la succession du trône de France. Alors, on a plusieurs prétendants, nous en parlerons, mais Henri III qui est assassiné par un moine fanatique, Jacques Clément, alors qu'il était sur sa chaise percée. Ce moine avait prétendu avoir un secret d'État à délivrer au roi, va reconnaître son cousin Henri de Navarre comme successeur au trône de France. Mais voilà, Henri de Navarre est protestant et la France est catholique, et donc les guerres ne vont pas s'arrêter, au contraire. Alors dans la lignée justement qui est à côté, nous allons parler des Albret-Bourbon. Henri IV est un descendant de la branche de Saint-Louis par son sixième fils, Robert de Clermont. Donc c'est un Bourbon, c'est un prince de sang qui est donc légitime sur le trône. On développera un petit peu tout ça dans les chroniques au fur et à mesure. Il va avoir pour grand-père Henri d'Albret, roi de Navarre, et Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier. Donc c'est une femme absolument extraordinaire qui a été élevée à la cour par sa mère Louise de Savoie, qui a donné une éducation extraordinaire à ses deux enfants, son fils adoré, son César comme elle l'appelait, François Ier, et puis à Marguerite également. Alors Marguerite a été mariée une première fois au duc d'Alençon. Elle est partie au château d'Alençon. Ça a été très difficile pour elle de quitter la cour de France qui était
brillante, rutilante, intellectuelle, et de se retrouver dans ce château d'Alençon en Normandie qui était extrêmement austère. Le duc d'Alençon meurt et son frère François Ier va la remarier à l'un de ses amis, Henri d'Albret, seigneur gascon mais roi de Navarre. Et la Navarre, à l'époque, elle commence à Pampelune en Espagne, elle arrive jusqu'au contrefort des Pyrénées. Les Albret sont possesseurs du Béarn, du comté de Foix, de toute cette partie de l'Albret qui, à l'époque, s'ouvrait sur l'océan Atlantique puisqu'ils étaient possesseurs de deux ports, Cap-Breton et Port d'Albret qui est aujourd'hui Vieux-Boucau. Ils étaient comtes du Périgord, vicomtes de Limoges, ils avaient des territoires, les territoires ensuite dans le centre de la France. Donc ces Albret-Bourbons étaient vraiment très très puissants. Donc Henri II, ce roi de Navarre, était important grâce à son royaume de Navarre, hein, même si les Albret l'ont perdu en 1512. Donc cet Henri d'Albret est quelqu'un d'extrêmement important, et pour Marguerite, lorsqu'elle arrive en Gascogne hein, pour son deuxième mariage, eh bien ce n'est pas plus drôle que lorsqu'elle était arrivée en Normandie, et elle va se mettre à écrire et elle va produire plusieurs ouvrages dont l'Heptaméron, qui est une déclinaison du Décaméron de Boccace, qui sont des petites nouvelles qui parlent de la vie et des mœurs à la cour de l'époque. Donc vraiment une femme passionnante. Alors ensemble, ils ont une fille, Jeanne d'Albret. Jeanne d'Albret est la maman d'Henri IV. Alors Jeanne d'Albret, elle a d'abord été mariée au duc de Clèves par obligation par son oncle François Ier. C'est un mariage dont elle ne voulait pas, elle était très jeune, ses parents ne voulaient absolument pas de cette alliance non plus. Et quand le duc de Clèves a réalisé d'autres alliances, eh bien le contrat a été rompu, le mariage a été annulé. Jeanne d'Albret a pu épouser Antoine de Bourbon, c'était un mariage d'amour, ce qui est vraiment très rare pour l'époque. Et Antoine de Bourbon est donc le père d'Henri de Navarre, mais également de Catherine, Catherine de Bourbon, que l'on a un petit peu oubliée, mais qui était une femme absolument exceptionnelle. Donc notre Henri de Navarre, lui, va épouser en premières noces sa cousine catholique, la reine Margot, Marguerite de Valois. Alors Catherine de Médicis a beaucoup insisté auprès de Jeanne pour que l'union d'Henri de Navarre et de Marguerite puisse se faire, pensant que cela apaiserait les tensions entre catholiques et protestants. Mais malheureusement, il n'en fut rien. Donc vous verrez, on parlera de ce qui s'est produit. Hein. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy et toutes ses suites pendant des années. Donc première épouse d'Henri de Navarre, Marguerite de Valois. Elle n'aura pas d'enfant, donc 20 ans plus tard, le mariage va être annulé. Puis on sait très bien que notre Henri a eu de nombreuses maîtresses. Nous parlerons de toutes ces femmes-là, celles qui sont très connues et celles qui sont moins connues. Et puis sa deuxième épouse, qui est Marie de Médicis, une lointaine cousine de Catherine de Médicis, une femme extrêmement importante, hein, c'est la reine de France qui arrive avec la dot la plus importante. Et Marie de Médicis va être enfin celle qui va donner une descendance à Henri IV, hein, donc Henri de Navarre, devenu Henri IV, avec le premier héritier, le futur Louis XIII. Et nous arrêterons là, puisque après, c'est une autre période, c'est une autre histoire. Donc tout cela, évidemment, en lien beaucoup avec l'histoire de l'Angleterre, hein, que je traite depuis tant d'années, puisque nos rois, François Ier, Henri VIII, étaient en concurrence permanente. C'était deux rois, deux princes de la Renaissance, qui sont devenus des rois extrêmement différents, mais qui ont toujours été très en contact. Il en est de même pour leur descendance. Donc nous savons qu'Henri VIII hein, a eu deux filles, Marie Tudor et Élisabeth Ier. Marie Tudor avec sa première épouse Catherine d'Aragon, et Élisabeth avec Anne Boleyn. Il a eu un fils qui malheureusement est décédé, et ce sont donc ensuite ces deux filles qui sont montées sur le trône. Marie Tudor la catholique, hein, qui elle aussi a commis des exactions contre les protestants,
contre les anglicans du moins. Là aussi, on parlera un petit peu hein, de cette de la réforme, de cette évolution des pensées religieuses. Et Élisabeth, alors Élisabeth Ier d'Angleterre a toujours été un soutien pour les protestants de France, et notamment pour Jeanne d'Albret et Henri de Navarre. Donc vous voyez que le programme est quand même important. Ce sont donc des sujets que je traite depuis 25 et 30 ans. Donc je suis ravie d'avoir à vous proposer de temps en temps des petites chroniques vidéo comme ça, et j'espère que ça contribue parfaitement à la transmission de l'histoire que j'aime tant. Voilà, donc j'ai oublié bien évidemment d'autres personnages dont je vous parlerai au fur et à mesure, mais je tiens vraiment à vous remercier de votre écoute sur les chroniques de l'histoire, de me lire sur mon site internet ou chaque jour sur ma page Facebook que j'alimente vraiment du mieux possible pour vous transmettre cette passion de l'histoire d'Angleterre, d'Écosse et de France, notamment à la Renaissance. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique.